Bonjour à vous tous qui nous suivez sur Immedia, hym.media, Laurent Fent avec vous pour une nouvelle émission témoin où j'ai le très grand plaisir d'accueillir Alain Pénoël. Alain, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Très heureux de t'accueillir dans le cadre de cette émission. Alain. C'est moi qui te remercie. J'ai vraiment cette envie maintenant de témoigner. Ça date que 2017, mon témoignage officiel, mes expériences elles remontent à loin, mais 2017 j'ai obtenu ce que j'appelle les 3 preuves, mais je mets des guillemets parce que mot preuve, faut toujours se méfier, elles sont preuves pour moi. Ouais. Voilà. Et puis pour des personnes en recherche, je me suis rendu compte depuis que j'ai mis donc sur Facebook et puis aussi une soixantaine de vidéos YouTube, je me suis aperçu que j'ai eu des contacts vraiment avec des gens qui sont en recherche et qui se posaient des questions et qui m'ont dit que j'ai pu les aider. Donc ça, je suis heureux d'avoir pu le faire. Même si on peut aider à travers une émission comme ça une seule personne, c'est déjà à gagner, quoi. C'est pas de vouloir révolutionner tout seul, c'est l'accumulation des petits gouttes d'eau. Moi, je parle du colibri. Je sais pas si tout le monde connaît cette histoire du petit colibri qui porte sa petite goutte d'eau pour éteindre un incendie, et quand on lui dit ça sert pas à grand chose, il dit je le sais, mais je fais ma petite part. Et c'est l'accumulation des témoignages, et il y en a de plus en plus. Je vois des gens qui tout d'un coup basculent complètement dans une autre conception des choses. Et voilà, moi, il se trouve que depuis 1 an et demi... c'est ça, depuis 2017, comme tu le dis. Alors, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, parce qu'ils peuvent te retrouver, et vous avez tous les liens, que ce soit la chaîne YouTube d'Alain ou sa page Facebook, email, toutes ses coordonnées, vous avez tous sur l'article qui est consacré à Alain Pénoël sur Immedia. En l'occurrence, Alain, tu m'as contacté parce que tu as eu l'occasion de connaître Immedia, tu suivais déjà Ici Maintenant depuis sa création, donc il y a un long parcours. Aujourd'hui, tu as 72 ans, tu es un ancien professeur de mathématiques, tu as enseigné à HEC durant 20 ans. En prépa HEC. Prépa HEC, oui. Bon, on dit ce qu'on veut bien dire, mais en tout cas, c'est pour dire, on va dire, le sérieux avec lesquels tu envisages, ou tu as envisagé ton domaine, les mathématiques, pour qu'on puisse suffisamment te faire confiance, où on estime que tu es qualifié pour préparer des élèves à rentrer à HEC. Donc voilà, ça donne déjà un petit peu. En tout cas, aujourd'hui, tu es à la retraite, hein, tu as cette chance. Oui, aujourd'hui, c'est bien, c'est gagné au moins. Depuis plusieurs années. Alors, ce qui est super intéressant... J'ai compris ton rire, là, oui. Ouais, ce qui est super intéressant, Alain, c'est que donc tu m'as contacté suite aux différentes émissions, notamment parce que dans cette optique de délivrer un petit peu plus ton expérience, ton vécu, ce par quoi tu es passé, tes expériences, tu es passé chez Joël Vérin dans son émission, que ces derniers peuvent retrouver à travers Internet, puisque Joël met toutes ses émissions sur Internet. Donc voilà, émission qui dure 1 heure. Là, en l'occurrence, on aura l'occasion d'aller beaucoup plus en profondeur. Et puis, alors cette émission témoin, comme vous pouvez certainement l'entendre, c'est un témoignage. Cela n'implique aucunement une vérité quelconque, c'est juste un parcours de vie. Chacun en prend ce qu'il veut bien en prendre. Et puis, sachez que pour tous ceux et celles qui font cette émission, et quand j'y font cette émission, j'entends les témoins qui passent, c'est pas forcément évident de parler de soi, parce qu'il n'y a pas forcément de livre, bien évidemment. Et puis, en même temps, mettre, on va dire, en transparence sa vie, ça demande du courage. Ça peut faire ressurgir et remonter certaines choses. Ce n'est pas une expérience si facile d'être dans ce cadre d'émission qui est quelque part un peu une sorte d'accouchement de soi-même. Mais bon, en tout cas, peut-être un préambule à un livre, puisque c'est une bonne manière de pouvoir synthétiser un parcours de vie. Peut-être, je dis ça, j'en sais rien, mais je pense que ce qui sera intéressant à travers ce parcours, Alain, c'est déjà d'une part que les gens puissent peut-être se reconnaître, et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse déjà d'emblée, quand tu m'as contacté, c'est ton parcours professionnel. Parce que pour enseigner les mathématiques, je veux dire, on ne peut pas plus pied sur terre, cartésien, ancré à la matière, pour enseigner une matière, justement, qui va peut-être créer les futurs ingénieurs de demain, les gens qui vont s'ancrer dans la matière et qui vont nous permettre d'avoir
entre guillemets, toutes ces choses, de construire ces ponts, ces chaussées, ces immeubles, ou que sais-je, ces nouvelles technologies, c'est grâce à des personnes comme toi qui initient ces gens-là. Donc il faut vraiment avoir les pieds sur terre. Non seulement ça, et de surcroît, je dirais être un bon pédagogue, parce que moi j'ai toujours été nul en mathématiques, j'ai peut-être pas eu les professeurs qui m'ont su me faire aimer les mathématiques. Apprendre quelque chose sans comprendre le sens de cette chose, en l'occurrence ces formules, ces théorèmes, ça me parlait pas du tout. Donc voilà, pour dire aussi peut-être que c'est pas anodin de faire des études pour être par la suite professeur, enseignant avec tout le bagage qui va avec, parce que les mathématiques c'est un langage universel certes, mais encore faut-il peut-être comprendre le concept même de ce langage, de ce qu'il implique, et d'avoir, je dirais, un état d'être ou un état d'esprit qui peut absorber cette nourriture, qui peut-être n'est pas pour monsieur et madame tout le monde, en tout cas pas pour moi. Je l'ai abordé les chiffres dans le domaine, on va dire, symbolique. Là, j'y prends plaisir, mais alors pour le reste, c'est la catastrophe. Mais en tout cas, ce qui est intéressant donc dans ton témoignage de prime abord, c'est quelqu'un qui a un certain âge, ce qui implique aussi que, à travers ton parcours, toutes tes expériences, on va dire d'ordre ésotérique, métaphysique ou autre, on aura l'occasion de voir tout ça, ce sont des termes, mais en tout cas, de ta génération, rares sont ceux et celles qui en parlaient. D'autant plus quand on avait un pied dans la société avec des responsabilités et, on va dire, une étiquette de sérieux. Donc, on arrive finalement aujourd'hui à une époque, et c'est peut-être ça aussi le temps de l'Apocalypse, des révélations, où ce qui était caché, devient aujourd'hui transparent, où les choses sont mises sur la place publique. Et ça va être quelque part un petit peu tout l'enjeu de cette émission, entre le fait de parler de certaines choses sans que tu mettes en porte-à-faux ta famille, tes amis, peut-être des rencontres, des contacts qui souhaitent rester dans l'anonymat, discrètement. Et puis de l'autre côté, de te mettre à nu et de faire part de ce témoignage et de tout ce que tu as vécu qui sort de l'ordinaire. Mais en même temps, peut-être que c'est la vie de tout à chacun que bon nombre de personnes peuvent peut-être vivre des expériences. De plus en plus. Même. Oui. Croire que bon, c'est un rêve, non, ça n'existe pas. Mais à travers ton témoignage, peut-être de réaliser que c'était une porte qui a été entrouverte et qu'il y aurait peut-être moyen d'aller creuser un peu plus et de voir ce qui se trouve derrière. On est un peu dans Alice au pays des merveilles, au fond du terrier. L'au-delà du miroir. Oui. Alors on va commencer par le commencement, à savoir, donc 72 ans, tu es né en quelle année ? 1948. Donc juste après-guerre. Famille nombreuse ? Non, 2 enfants, je suis l'aîné. Frère ou sœur après ? Un frère, 3 ans de moins. 3 ans de moins. Lorsque tu nais, le contexte familial, tes parents, peut-être le tissu socio-culturel, et vu qu'eux avaient vécu la guerre, est-ce que ça a formaté, on va dire, un cadre de vie durant ton enfance qui a été peut-être soit très rigide ou pas ? Enfin, nous parler un petit peu de ça, sachant que j'insiste bien sur la notion de l'après-guerre, parce que cette génération a vécu tellement de choses terribles, horribles, que ce qui est transmis aux enfants de ta génération, du baby boomer, des fois c'est très lourd, on va dire tout ce qui a trait au transgénérationnel, de tout ce qui a été tu, les non-dits, etc., selon ce qui s'est passé durant la guerre. Donc voilà, que tu nous écrives un petit peu le contexte. Un petit peu. D'accord, bon donc je vais commencer par dire que ce contexte, il a effectivement pendant la guerre été très difficile puisque mes parents sont d'origine juive. Mon père est né à Istanbul, il est arrivé en France avec ses parents quand il avait 2 ans et demi. Ma mère est née en France, mais ma grand-mère maternelle et mon grand-père maternel viennent de Bucarest. Donc je suis au confluent des Eskénazes et des Séfarades. Je vais dire un mot sur le nom de Pénoël. Bon, je mets de la vanité là-dedans, j'espère pas quand même. Mais enfin bon, on trouve ce nom-là à plusieurs passages de la Bible. En fait, c'est quand Jacob a combattu contre l'ange, et le nom, il était au gué du Jabbok, sur le Jourdain. Et donc, ce lieu s'est appelé Pénoël, qui veut dire face de Dieu.
Quand j'allais souvent en Bretagne, on disait ah non, bien de chez nous, c'est vrai. Pourquoi P-Noël avec le tréma en plus? Ben, parce que mon grand-père, alors il parlait, c'était en fait, ils étaient paternel, maternel. Mes ancêtres paternels venaient de la diaspora ils ont été mes ancêtres, en 1498, ont été exclus d'Espagne, renvoyés d'Espagne. C'est d'ailleurs une grande erreur des rois catholiques qui ont renvoyé donc les Juifs dans la diaspora. Ils sont partis à Istanbul où ils ont été accueillis par le sultan de l'époque à bras ouverts, d'ailleurs, qui a trouvé que vraiment il y avait une erreur de renvoyer toutes ces personnes de la part des rois Isabelle la catholique et Ferdinand. Et donc mes grands-parents parlaient le ladino, l'espagnol. D'accord. Et mon grand-père disait souvent le mot penoso pour dire pénible. Ce qui est curieux, c'est que, mon père le disait aussi, puis nous, avec ma femme, on a commencé à le dire, et j'ai appris seulement en 2009, quand j'ai fait l'arbre généalogique, que mon grand-père, disant penoso, prononçait son nom Pénoël. Donc quand je pense qu'ils sont arrivés à la douane, il a dû dire Pénoël, on a mis Pénoël, et tout le reste de ma famille s'appelle Pénouël. Et bon, dans la Bible d'ailleurs, on voit Péniel, Pénouël, mais Péné, face, Ouel, Dieu. Et voilà, donc c'est. Oui, mais c'est important d'avoir le bagage. Sinon, donc, mes parents se sont connus en zone libre. Ils ont réussi à fuir quand même, à éviter la Shoah. Dieu merci. Sinon je serais pas là. Ils se sont rencontrés à Bellac, en zone libre. Et ce qui est curieux, c'est que en fait, dans leur enfance, ils jouaient dans le même jardin public. Ils étaient très très proches dans le même quartier du 11e. Enfin, ils jouaient pas ensemble. Je pense surtout les garçons et les filles s'étaient séparés. Voilà, ils se sont mariés en 1946 et puis je suis arrivé 2 ans plus tard. Alors quelles ont été les valeurs qui ont été transmises durant cette enfance? Une souffrance, forcément, des familles proches, on n'a pas trop perdu de membres, il y a quand même quelques membres de la famille. On a eu un témoignage en 1995, on a réuni la famille et pour la première fois des personnes de la famille ont réussi à témoigner de la perte de leurs proches et de toute la souffrance de ce qu'ils ont vécu pendant la guerre. Mais sinon, mes parents en parlaient pas beaucoup, mon père ne pratiquait pas. Il y avait des membres de la famille qui étaient pratiquants juifs. Moi, j'ai pas reçu de religion. Par contre, ce qu'il faut que je dise en remontant un peu, c'est que ma mère a perdu sa petite sœur quand elle avait 8 ans. Sa petite sœur avait 4 ans, elle est morte d'une méningite. L'année d'après, d'ailleurs, elle m'a expliqué qu'elle a vu son père se plier de douleur au moment où il a appris que sa petite fille était morte. Et 1 an après, il est mort d'une péritonite. Donc ma grand-mère est restée seule avec sa fille. Elle a été obligée pour travailler comme couturière de la mettre en maison... orphelinat en pension. Okay. Pension catholique. Il y avait à Saint-Mandé. Et c'est vraiment que dans les derniers temps de sa vie que ma mère m'a expliqué, je n'avais jamais réalisé qu'elle connaissait toutes les prières, mais elle n'avait pas le droit de les faire parce qu'il voulait pas faire de prosélytisme, ce qui est respectable. Mais ma mère, elle souffrait de ne pas être intégrée au groupe et d'être mise à part. Et quand on l'appelait... Quand tu parles du groupe, tu parles de quel groupe? Je parle des élèves de cette école. Et parfois, quand les professeurs étaient pas très énervée après elle ou je ne sais quoi, il l'appelait Rosenberg et ça, elle s'appelait Rosenberg, elle supportait pas, elle a un peu souffert, mais en fait elle m'a jamais parlé de religion, moi je savais pas du tout ça, mais dans mon cheminement c'est possible que ça ait joué un rôle. Il se trouve que je suis rentré dans une église quand j'avais 9 ans, ma mère me laissait comme ça dans des maisons d'enfants comme ça, des dames qui nous gardaient à la campagne parce qu'elle restait à Paris avec son mari. Et donc, je suis rentré avec des copains dans une église. Je savais pas ce que c'était. Je rentrais dans cette église et là, j'ai vu tout tourner. J'ai vu le Christ en croix et mes yeux se sont remplis de larmes. Et ça, je m'en suis rappelé que beaucoup plus tard. Après, ça a disparu. Mais j'ai eu un phénomène très 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 fort à ce moment-là. Et la croix du Christ, elle était pratiquement à mon niveau. Donc je croyais que j'étais sur un balcon.
Dans mon idée, je me voyais sur le côté, vous voyez le souvenir qui est revenu beaucoup plus tard. Et en 2013, je suis allé dans cette église à Villebéon et j'ai vu qu'exceptionnellement quand même, c'est assez rare, la croix est tout près et il y a bien des bancs le côté. Donc nous, on s'était assis sur le côté à devant comme ça. Voilà. Il faut dire qu'à 7 ans déjà, on m'avait laissé chez une dame et cette dame... tu es un peu médium, un peu tout ça. Bon, je ne m'en suis pas rendu compte, mais enfin, on montait en tous les cas sur la terrasse avec une copine à elle, j'avais 7 ans, et on attendait les soucoupes volantes. Et donc, moi, ça ne me faisait pas peur, mais enfin bon, je regardais ce ciel, on attendait. Il y avait juste eu la vague d'OVNI de 1954 qui venait d'arriver, donc je pense que c'est pour ça, quoi. Mais enfin, ça a été un premier petit déclic, quoi. Oui, je te posais voilà. la question de. Je n'ai pas vraiment répondu à ta question par rapport à mes parents, oui. Non, c'était pas tant. Non, je pense que tu as répondu. Ouais. C'était par rapport aux valeurs oui, dans lesquelles tu as grandi, d'une manière générale. Donc pas religieuse. Donc sans religion. Moi, c'était la science qui m'a intéressé. J'ai découvert à 11 ans par des BD la science-fiction. Et là. C'était des mensuels, à l'époque il y en avait beaucoup, j'achetais des mensuels ou peut-être hebdomadaires, c'était incroyable, je plongeais, ça s'appelait Sidéral, où il y avait différents... Et je rentrais là-dedans, mais j'étais sur d'autres planètes, j'étais dans l'espace, enfin... Donc, à 11 ans, j'ai commencé à faire la collection de toutes les coupures de journaux dès qu'il y avait une exploration de l'espace, quelque chose qui se passait, évidemment Gagarine, mais même avant... Et donc, de 59 à 69, jusqu'à ce que l'homme pose les pieds sur la Lune et que moi je sois marié depuis 1 an, j'ai fait une collection et j'ai fait une vidéo, d'ailleurs ceux qui peuvent voir, une vidéo de 11 minutes où je présente quelques coupures de journaux de ces époques. Je disais, moi je serais dans les fusées. Je serais peut-être balayeur, mais ça sera dans les fusées. Ah ouais, donc c'est une véritable passion pour l'espace. Et puis l'astronomie, voilà, ça c'était. L'astronomie. Et après, ça a été la chimie, parce que j'étais dans un collège qui s'appelait le cours complémentaire. C'était normalement pour s'arrêter en 3e. Mais on avait une formation qu'en 3e, on faisait en maths, par exemple, au programme de seconde, pratiquement. Ce qui m'a donné quand même une avance quand je suis arrivé en seconde. Mais j'ai peiné, hein. En 4e, j'avais un prof très très dur, mais enfin qui m'a bien formé. Et bon, après, j'étais plus à l'aise, quoi. Donc la chimie. Mais la chimie, oui, je faisais avec j'allais dans le quartier latin, j'achetais des ambiliques, toutes les expériences que le professeur faisait, presque toutes, je les refaisais chez moi, quoi. C'était même dangereux. J'achetais de l'acide chlorhydrique, de la soude, ploum, je mets les deux, ça saute dans mes yeux. Heureusement, ça s'est transformé en sel. Mais enfin, à 13 ans, mes parents se rendaient pas compte, quoi. Ah ouais, donc vraiment un passionné. Ah ouais, mais bon, c'est vrai que... Alors pour ce qui est des valeurs... Pour ce qui est des valeurs transmises par tes parents, c'était quel type de valeurs? Qu'est-ce qui était important pour eux qu'ils ont souhaité t'inculquer? Je crois quand même les études de la part de ma mère. Mon père était ébéniste, travaillait dur, c'est vrai, s'occupait pas tellement de nous. Je me suis rendu compte plus tard de son amour de tout ce qu'il faisait, quand il nous faisait des meubles, quand il nous faisait... Mais sinon, il était assez distant, il avait un vécu difficile dans son enfance, après j'ai compris. Mais voilà, ma mère était très proche, elle m'aidait beaucoup, jusqu'en 4e, elle faisait mes rédactions. Des fois, j'avais 20, mais on divisait par 2 parce que c'était trop bien. Elle était très littéraire, ma mère. Et voilà, c'était surtout ça, quoi. On travaillait. Tu avais, on va dire, quelle perception... Parce que quand tu nous dis que tu as l'âge de 6-7 ans, tu te retrouves en train de regarder les étoiles, attendant des ovnis, donc on voit déjà un petit peu... je ne sais pas si on veut parler d'ouverture d'esprit, si on parle d'extraterrestres ou de vie à l'extérieur, sur d'autres planètes ou ailleurs dans l'univers, si c'est venu par le biais, parce qu'à 6 ans, par quel biais ça vient? 6 ou 7, oui, bon. C'est venu par le biais de cette femme chez qui vous aviez été? J'avais déjà vécu quelque chose d'assez fort à l'âge de 5 ans. Je ne sais pas si je peux remonter jusque-là. Oui, c'est important. Je ne savais pas que ça s'appelait des rêves lucides, hein, mais bon...
Je faisais comme beaucoup d'enfants des cauchemars récurrents. Moi, c'était la méchante sorcière qui me poursuivait avec une seringue pour... bon, ça correspond peut-être à ce que j'ai failli mourir à l'âge de 16 mois. Non, même plus jeune, 8 mois. Et j'ai eu des grosses doses de médicaments. Enfin bon, peut-être, je sais pas. Enfin, en tous les cas, une nuit, j'en avais assez, quoi. Et à la fin, alors ça, c'était un peu extraordinaire. Il y avait une brouette remplie de fleurs, et puis une jeune fille qui me disait « Alors, ça t'a plu ?» Et je comprenais pas bien, évidemment, que ça me mettait mal à l'aise, quoi. Comment ça pouvait me plaire? C'était de l'humour, je sais pas. Enfin bon, moi, je me suis retrouvé un jour à demander comment je pouvais faire pour plus faire... Alors on m'a dit, tu traverses, on m'a expliqué tout le chemin dans un rêve. Dans un rêve. Voilà, mais c'est important, parce que dans ce que tu vas nous raconter, surtout... Parce que comme Alice, entre la réalité et le rêve, il faut que tu précises bien dans ce que tu racontes. C'était le cas avec Joël Vérin aussi. Qu'est-ce qui fait partie de l'un ou de l'autre, de façon à ce qu'on te suive bien. Pour moi, il y a une telle proximité, mais il faut... Donc la brouette, dans ce rêve lucide, voilà. Tu as cette femme qui... C'est récurrent, je le revois à la fin. Hop, il y a le soulagement, il y a un soleil magnifique, enfin la lumière est magnifique, il y a des fleurs, et cette jeune fille qui me dit « Alors, ça t'a plu ?» Et je me réveille après. Donc ce jour-là, on m'explique qu'il faut aller voir la bonne sorcière. Dans le rêve. Dans le rêve, cette nuit-là. Je marche dans un espèce de désert, je marche, je sais où aller, je la vois. Et je lui dis, voilà, je voudrais plus faire ces cauchemars. J'ai 5 ans, 5 ans et demi peut-être. Et elle me dit, écoute, tu vois, tu prends tes coudes comme ça et tu les mets, il faut que je fasse attention au micro, tu les mets, tu les enfonces donc sur le plexus, quoi. Enfin, elle m'a dit, tu les mets comme ça et tu serres et bien, alors, au moins une fois, peut-être plus, quand la mauvaise sorcière est venue avec ça, j'ai dit la bonne sorcière, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et j'ai pris mes poings comme ça, mes coudes enfoncés dans le rêve, mon corps de rêve, quoi. Et hop, je me suis réveillé, puis ça a été réglé, quoi. Voilà, ça a été la première. Mais ça m'est revenu beaucoup plus tard, hein. Je peux pas dire que j'y pensais dans mon enfance. Déjà que tu puisses t'en rappeler. Mais là, c'est comme si, c'est le cas de toutes mes expériences. Elles sont comme si elles étaient vécues. C'est là la différence entre un rêve et le rêve entre guillemets. Alors, quand tu dis rêve lucide, est-ce à dire que tu savais, parce qu'un rêve lucide sous-entend qu'on est conscient que ce que l'on vit est un rêve. Donc quand tu nous parles de cette expérience-là, tu as tout à fait conscience... oui, puisque je veux me réveiller, je demande comment me réveiller. Donc je sais bien que je suis dans un rêve et que, en fait, cette mauvaise sorcière, je dois m'en débarrasser au sein de mon expérience onirique. Pour t'en débarrasser, le but, c'est, en fait, ce geste-là, c'est pour te réveiller. Et elle m'a donné le bon truc. Bon. Donc tu te réveillais à ce moment-là? Ah oui, ça s'est passé, je me souviens, d'une fois. D'accord. Je ne peux pas garantir que ça... Je crois qu'après, en fait, ça a été terminé. J'avais éliminé le... Alors, ce qui est intéressant de prime abord quand je t'écoute, c'est à quel point l'onirique est présent. C'est bon, là tu nous parles de ce rêve-là. Mais moi, ce que j'entends derrière, c'est la magie que peut procurer l'espace, peut-être des êtres vivants ailleurs dans l'univers, le fait de vouloir aller sur la Lune ou que sais-je, cette idée de quitter la Terre, de ne pas toucher Terre, d'aller vers les étoiles. Limite un peu le Petit Prince. Mais ce que j'entends en même temps, c'est, et ce qui je trouve ça remarquable, parce que j'ai pas du tout suivi ce parcours-là, c'est en même temps d'avoir cet élan vers le fantastique, vers le rêve, au sens large du terme, onirique ou pas. En tout cas, il y a ce désir de pouvoir, via la matière, réaliser ce rêve, ou ces rêves. C'est beau ce que tu dis. En l'occurrence, pour que tu te lances à ce point-là dans la chimie ou les mathématiques et d'essayer de comprendre ce qui te permettrait de décoller, c'est, j'allais dire, remarquable d'y mettre autant d'énergie, en tout cas. Bon, après, c'est des domaines. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, donc, pas de religion, le travail, tu disais...
apparemment une grande liberté parce que pour que tes parents te laissent à 13 ans acheter divers produits, faire à des 9 expériences. ans, j'allais avec un copain au musée de l'Homme à Trocadéro, je traversais tout Paris en métro, hein, à 9 ans. À 2 ans et demi, je descendais acheter le beurre, faire les courses. J'ai une petite anecdote d'ailleurs qui fera sourire. Que ma mère m'a raconté plus tard. Ma mère était enceinte, donc 6 étages à monter sans ascenseur, dans un tout petit 2 pièces. Et donc, elle m'envoyait à 2 ans et demi. Après, les dernières années, elle disait, mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça? Oui. Bon, il n'y avait pas à traverser, hein. Elle avait confiance totale en moi. Je descendais, j'achetais ce qu'il fallait. Puis il y avait une dame. Elle me dit, oh, j'aimerais bien avoir un petit garçon comme ça qui fait les courses. Je dis, vous allez en avoir un? Alors je me mets à rire. Oui, vous avez un gros ventre. Oui, hein, l'innocence de l'enfance. Voilà, bon. Je voulais revenir à 13 ans, donc je suis passé des bandes dessinées à la SF, en livre. Bon, il y a eu bien sûr Jules Verne, mais il y a eu Asimov, il y a eu différents auteurs, Jimmy Dieu, etc. Et en particulier Van Vogt avec Le Monde des Noix qui m'a enthousiasmé. La philosophie non aristotélicienne. Hein. La carte n'est pas le territoire. Et ça m'a toujours guidé toute ma vie. Quand j'adhère à quelque chose, j'ai toujours cette distance par rapport. C'est le modèle le plus adéquat que je cherche. Et quand j'ai découvert, je vais expliquer un peu après comment j'ai basculé de l'autre côté, le modèle matérialiste scientifique, il collait plus. Et oui. Et donc c'est là que j'ai cherché et trouvé certaines réponses, mais en gardant toujours cette distance. Tu vois. Est-ce que donc l'adolescent que tu étais savait ce qu'il voulait devenir ou pas? J'entends par là dans le cursus scolaire des études qu'il fallait suivre pour ce petit garçon qui rêvait d'aller sur la Lune. Est-ce qu'il avait une idée? Est-ce qu'il avait eu les informations, les personnes, les rencontres qui lui disaient voilà, il faudrait que tu fasses tel ou tel cursus? Voilà. Alors, il faut pour ça que je parle un peu de mon cursus à partir de la terminale. Jusqu'en première, surtout passer en seconde, première, ça se passait très bien, j'aimais les maths. Encore que j'avais quand même des phénomènes assez bizarres, c'est que quand je commençais une épreuve de maths en première, il y avait des bruits, des rires, des trucs qui m'empêchaient. Mais j'avais compris que ça allait passer au bout d'un quart d'heure. Mais enfin, c'était quand même là un trouble psychique. Hein. Et tu dis ça quand tu dis trouble psychique, c'est toi qui le dis ou c'est... Non, j'en ai jamais parlé à personne de ça. Enfin si, récemment, parce qu'il y a une dame qui a témoigné de ce genre de phénomène. Mais comme pour moi, il y avait que la matière, le monde matériel, hein, les rêves de gosse, tout ça, j'avais oublié. Hein. Et donc, c'était la matière et c'était tout, quoi. Donc, ça comptait pas. Hein. J'ai perdu un peu le fil, je crois. Non, mais je te oui, je voulais dire qu'en terminale, donc, en première, ça marchait comme j'ai eu de bonnes notes, j'ai eu 15 c'était pas le premier bac, mais c'était l'examen probatoire. Bon, j'ai eu 15 en maths, j'ai eu de bonnes notes. Arrivé en terminale, ils ont mis les meilleurs de j'étais au lycée Paul Valéry, ils ont mis les meilleurs de toutes les classes de première en même temps. Et là, relativement à d'autres qui étaient latinistes, qui étaient... moi, ça a été très dur. J'ai eu que 8 en maths au bac. Bon, j'avais eu 10 pendant l'année. Heureusement que la physique m'a rattrapé, j'ai eu 14. Mais c'était pas gagné. J'ai quand même pu passer en maths sup. Et maths sup, la physique allait à peu près, mais les maths, j'étais à 8. Et puis je suis passé en maths spé, alors là, c'était à 5 de moyenne toute l'année. Le prof qui me traitait d'ignare, c'était difficile. Hein. On peut pas imaginer quelqu'un comme ça, même en étant en maths spé, il s'est passé quand même quelque chose que je vais expliquer. Pour moi, il y a quand même des éléments parapsychologiques dans le fait que je suis parti vers les maths, quoi. Oui, pourquoi tu dis ça? Alors, je vais déjà expliquer la première. Alors, j'ai rencontré mon épouse, mais ça, je l'ai dit chez Jules Verne, mais c'est pas forcément le même. Oui. Je redis parce que c'est important. Donc, j'ai connu mon épouse en seconde. Elle est arrivée d'ailleurs un peu en retard. Il l'avait nommée, de Maison-Alfort, on les avait mis en seconde dans un lycée du 19e. Pendant 15 jours, elle est arrivée en retard avec des copines. C'est la prof de maths qui m'a envoyé chercher des chaises pour qu'elle puisse, il n'y avait pas assez de chaises
dans la classe, voilà. Enfin, bon, ça a fait un premier contact. Et puis moi, j'avais choisi un lycée mixte, le lycée Paul Valéry. Il n'y avait pas beaucoup de lycées mixtes à l'époque, hein. C'était garçons d'un côté, filles de l'autre. Et moi, dans mon collège, les garçons, ils allaient voir les filles et tout. Moi, j'ai dit jamais je pourrais jamais connaître une fille si je vais pas dans un lycée mixte. Donc j'ai choisi ce lycée quand même, c'était pas loin de chez moi dans cette intention. Puis en fin de seconde, on a commencé à se donner la main, à se faire des bisous un petit peu. Et puis bon, petit à petit, c'est devenu un peu plus sérieux. Bon, moi, quand donc je suis en maths P, Liliane, elle n'avait pas réussi, en fait, vu son cursus. Donc, à cette époque, hein, bon, elle est partie vers la compta, ça a été très bien. Mais, moi, il fallait que je travaille très dur. Donc, je lui ai dit, non, je ne peux pas te voir ce dimanche. Et puis, je suis à mon bureau, mais ça c'est énorme le souvenir que j'ai. Je suis à mon bureau. Tout d'un coup, je me tourne vers la pendule qui était un peu tournée. Il faut que je fasse attention. À 3h, moins 2. Puis c'est comme si la pendule, ça grossit. De l'après-midi? Oui, je vois grossir comme ça. Et je ne sais pas si c'est une voix, c'est pas une voix auditive, hein, mais comme ça, Liliane est à la Porte Dorée, ce qui était quand même pas chez elle, et elle te téléphone dans 2 minutes. Moi, quand je reçois ça, évidemment, le téléphone sonne, Liliane m'appelle, elle me dit « Devine où je suis ». J'ai failli dire, mais je ne croyais pas à toutes ces choses. J'ai dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il me dit, je suis à la Porte Dorée. Là, ça a été le premier déclic. Ah, j'ai dit, mais... Alors, je crois que je lui ai dit, d'ailleurs, bon, après, on n'a plus trop fait attention, parce que ça ne rentrait pas dans mon cadre, mais c'était fort. Alors, du coup, j'ai dit, là, si c'était un signe. J'ai pris le PC, vous savez, maintenant il y a un tramway, mais avant c'était la petite ceinture, c'était les bus de la porte de Montreuil jusqu'à la Porte Dorée. Et puis on s'en rappelle encore, hein, ça a été, on s'est retrouvés une demi-heure, j'avais pas le temps, mais on s'est retrouvés vraiment un phénomène très 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 fort. Donc le deuxième phénomène très fort, c'est en maths P. Justement, à la fin de l'année, je suis parti avec ma grand-mère étudier les concours. Il y avait les concours. Quel âge tu as là donc? J'ai 19 ans et demi. Je pars avec ma grand-mère maternelle, avec qui j'avais un lien très très fort. On part 8 jours à la campagne, dans un hôtel. Et vraiment, ça a été un moment extraordinaire. Et puis, en revenant, elle a fait un infarctus. Il faut dire qu'au mois de mars... Donc là, c'était en juin, mais au mois de mars, je rêve que ma grand-mère décède, mais qu'on me la prend par téléphone. Donc comme elle travaillait encore à 69 ans, je l'appelle, parce qu'elle n'avait pas le téléphone chez elle, mais je l'appelle à son... En mars? En mars. Suite au rêve? Suite au rêve. Parce que ce rêve était tellement fort que... Oui. Ah oui. Oh, mais ça va, enfin voilà. Bon, donc je suis rassuré. Après, on part donc au mois de mai. Là, elle fait cet infarctus. Elle reste chez elle. Je vais la voir chez elle. Elle m'avait offert une belle veste. Elle a dit, mon Dieu, que je puisse encore gâter mes petits-enfants, quoi. Et puis, 3 jours après, j'arrive chez moi. Elle est chez mes parents. Ils l'ont amenée là. Mon père me prend à part. Il me dit, ben voilà, elle va mourir. Mais alors moi... Ma grand-mère est éternelle, quoi. Et je ne connaissais pas du tout les autres mondes. Elle était dans la chambre d'à côté. Et j'ai mis un mouchoir sur la bouche pour pas que... Enfin, je disais pas mon Dieu à l'époque, mais je disais, faut pas qu'elle m'entende pleurer. J'ai hurlé toute la nuit. Et le matin, elle était mieux, elle était assise dans le lit. Je suis allé la voir. Et elle m'a dit, t'es beau, t'es jeune. Et puis, c'est des dernières paroles. Je suis parti chez ma femme, ma future femme. Ouais. On était fiancés à l'époque déjà. Vous n'aviez pas d'appartement à vous? Non, là, chez vos parents était chacun chez ses parents à l'époque. Et donc, je suis allé chez ma future femme, ma fiancée. Je lui ai même fait... je voulais qu'elle soit blonde. Alors c'est moi, la première teinture, j'en fais encore maintenant, hein, la première teinture de ses cheveux pour qu'elle devienne blonde, elle était belle.
Et j'aimais bien les cheveux blonds. Et le soir, donc je vais téléphoner quand même chez mes parents, pas tranquille, à 5 heures. Et mon frère me dit, attends, non, les parents sont pas là. Après, ah, ça y est, ils arrivent. Ah ben, ils me disent que c'est fini. Je dis, quoi, c'est fini? Donc j'apprends par téléphone, par mon frère, que ma grand-mère est décédée. Je prends ma mobilette depuis le tabac jusqu'à... Bon, il y avait quelques centaines de mètres. J'ai traversé tout ça, mais sans rien regarder. Je me suis jeté dans... Enfin bon, pour moi, c'était là. Donc ce que tu avais entendu au moment où il y a eu cette horloge-là, ce que tu avais entendu du décès de ta grand-mère, que tu l'apprendrais par téléphone, c'est réalisé à nouveau? Le rêve que... Là, c'est le rêve que... Ouais, ça se mélange un tout petit peu, parce que j'en mets peut-être trop. Non, c'est peut-être... non, mais c'était... T'avais rêvé que ta grand-mère... Voilà, c'était dans un rêve au mois de mars que j'apprenais qu'elle mourrait par téléphone. Par rapport à l'horloge, c'était ça, c'était la télépathie avec Liliane. Oui, voilà, ok, merci. C'est deux phénomènes. Oui, mais ils sont importants parce que ces deux éléments-là... Oui, ah ben oui, parce que c'est des petites pierres qui se sont fait basculer. Exactement. Donc, voilà, donc le lendemain, bon, la nuit a été un peu dure, le lendemain, je me réveille. Une joie. Ma grand-mère est là. Je ne la vois pas. Hein. Je ne crois pas à tout ça. Attends, juste avant que tu nous dises, quand tu dis je ne crois pas à tout ça, pour le jeune homme de 19 ans et demi là, que tu es, en dehors de la science-fiction, de ton amour pour le cosmos, l'espace, etc., le monde invisible, et quand j'ai monde invisible, j'entends par là, tu nous as dit au début que tu n'avais pas eu d'éducation religieuse, quelle qu'elle soit, etc. La conception que tu as avant ça, juste avant ça, c'est quoi? La mort, la vie, ça existe après vie, ou Dieu ou pas? Enfin, peut-être que, est-ce que tu es ouvert ou alors... Alors non, non, c'est la science qui m'enseigne ce qu'il y a, et voilà, Donc pour toi, une fois qu'on meurt, il n'y a plus rien? Je disais quand même à mon frère, des fois quand on discutait, lui était peut-être en recherche à l'époque, il était devenu végétarien à l'âge de 13 ans déjà, et il était vraiment en recherche dans des contacts avec des gens de tout ce milieu, que moi je regardais ça comme ça, avec presque du mépris. Ça a bien changé après. Et donc, non, moi, je n'avais pas j'avais la vision, voilà. Bah, t'étais athée? Ouais, je me disais... Ou agnostique? Je savais même pas, ou je connaissais pas ces mots-là, j'y pensais même pas. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que pour toi, il y avait une force surnaturelle ou ça n'existait pas? Je disais, on a un cerveau trop petit pour comprendre. Je disais toujours comme ça à mon frère, de toute façon, on a un cerveau trop petit pour comprendre. Voilà, je me posais pas de questions vraiment. Bon. D'accord, ok. Donc pour toi, l'univers, il n'y avait pas de raison à l'explication de l'univers. Je croyais aux extraterrestres, voilà, c'était ça, oui, mais pas... donc, pas de spiritualité, voilà. Quoi. Et donc ce lendemain du décès de ma grand-mère, bon, après je l'ai évacué, parce que bon, ça ne rentrait pas encore dans le cadre, quoi. Mais enfin, j'ai eu quand même... comment on peut, avec la souffrance que j'avais, avoir cette joie et dire ma grand-mère est vivante? Parce que je me suis vraiment dit, hein, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et puis voilà, bon. On est parti vers le cimetière, donc il y a eu l'enterrement. On est retourné au cimetière quelques jours après. C'était à Pantin, on était sur le chemin. Et entre les immeubles, un objet oblong, pas d'aile du tout, genre vraiment cigare, quoi, très très brillant par le soleil, il y avait du soleil. Ça n'a pas duré très longtemps, mais quand même, mon père, qui lui était alors complètement rationaliste, il regarde, ma mère aussi, il dit, ah bah oui, c'est bizarre, fixe dans le ciel. Puis après, il a bifurqué vers la gauche. Bon, voilà. Le lendemain, j'entends à la télévision des gens ont observé, alors pas la télévision, non, à la radio. France Inter, ont observé des objets, ils décrivent exactement ce que j'ai vu. Ah, je dis, j'aurais dû faire quelque chose, le dire. Maintenant, je dis, maintenant, ça sert plus à... J'ai essayé quand même d'appeler France Inter, mais bon, c'était... Mais il y avait une vague d'ovnis, donc en juillet 67, sur Paris. Enfin, au moins un ovni qui a été observé par... donc, ça fait tilt. Là, j'ai commencé à lire des livres sur le domaine, le sujet. Ah oui, ça, là, j'ai été branché. Voilà. Et donc, quelques jours après ça, je fais encore un rêve. Moi, je vais parler que de rêve parce que je vois un immense cheval blanc qu'on emmène à l'abattoir.
ce cheval est tiré par le collet comme ça, il hennit très fort et je sanglote. Je dis non, non, je sanglote. Et là, je dis, je ne mangerai plus de viande. Et comme, bon, pour mes parents, ils étaient déjà habitués, puisque mon frère, ça fait plusieurs années, bon, bah, ça s'est fait très facilement, et je suis devenu végétarien à partir de là. Mais dans une méthode que je recommande pas trop très rigoriste, avec vraiment la méthode Shelton, qui, alors, purification, mais que le corps, parce que moi, je connaissais que le corps. Donc, arrivé 2 ans plus tard, ben, j'ai été dans un centre naturopathe et j'ai fait un jeûne de 8 jours. Et ce jeûne de 8 jours, j'ai repris dans des conditions, le naturopathe était vraiment pas doué, il nous a rien expliqué. Attends, est-ce que tu as conscience, Alain, parce que là tu nous parles d'un institut de naturopathe, la naturopathie, on va dire, c'est démocratisé sur vraiment le tard. Là, tu as quoi? Tu as 20 ans à tout casser à peine? 21. 21 ans, et tu as trouvé un institut de naturopathie, et c'est pas tant le fait que tu l'aies trouvé, c'est parce que à cette époque-là, j'imagine, tu vas nous dire, qu'on a plus intérêt ou connaissance des nutritionnistes qui sont sur la même longueur d'onde que les médecins, nutritionnistes, voilà, alimentation, ok, ça c'est voilà. Naturopathie, naturopathie, déjà on parle d'autre chose. Hein. Ah ouais, peut-être, je vais peut-être pas... T'as pas réalisé, t'es tombé comme ça, pouf Non, parce que mon frère connaissait ce centre, c'était cette méthode Shelton, c'était quelqu'un qui était dans la méthode Shelton. Ben enfin, il paraît qu'il allait la nuit manger du poulet, je vois, il devait être un peu déséquilibré. 8 jours de jeûne, on me dit rien, moi je prends, il voulait que je continue en plus. Il m'a dit, oh non, 8 jours, il faut durer. Ah non, j'ai dit, là, je sentais surtout ces morphologies. Alors je dis bien, je recommande pas du tout les 24 heures, bon, 48 heures, et puis encore en buvant de l'eau, mais je suis loin, vous allez voir pourquoi après, de recommander ce genre de choses. Hein. Ça dépend des personnes, il faut tout adapter. Et donc cette reprise, c'est 2 poires le soir. L'acidité, tout ce qu'on va imaginer. Hein. Maintenant, bon, je ne me suis pas rendu compte, j'ai mangé ces 2 poires avec grand plaisir. Et la nuit, bon, je me suis retrouvé en dehors de mon corps. Voilà. Expulsé. Bon. Sorti du corps. Ouais. Ah oui, c'est comme quoi le jeûne peut avoir ce genre d'effet, effectivement. Mais je vous assure que j'ai balisé. Hein. J'ai balisé parce que j'ai même pas cru que j'étais mort, je savais rien, enfin j'étais dans le brouillard complet, quoi. Et paf, bon, hop. Alors, est-ce à dire, attends, ça c'est la première expérience. Attends, le contexte, t'es chez tes parents? Là, non, on est mariés depuis, j'aurais dû dire. Il y a eu notre mariage. Non, mais c'est pas grave, c'est pour ça que je pose la question. J'étais pas majeur parce qu'à l'époque, c'était pas 18 ans, c'était 21 ans. Donc j'ai été émancipé. On s'est mariés en juillet 68. D'ailleurs, on se demandait si on pourrait à cause de tous les événements. Ce qui se passait, Enfin, on a pu se marier. Bon, mais on était déjà chez nous. On avait un petit appartement dans le 11e arrondissement. Nos parents nous avaient payé ça, et puis mon père avait monté les meubles. Bon, super. On était quand même Merci gâtés. Papa et maman. Des deux côtés, on était gâtés. Alors justement, donc vous emménagez. Donc ça fait peu de temps que vous êtes ensemble. Le rêve par rapport au cheval qui va débuter sur le jeûne, ça c'était avant. Hein, ça c'était avant. Ouais. Ok. Donc en fait. Excuse, hein, je te fais. Non, mais c'est moi qui cherche à. non, mais j'en dis tellement. Donc, alors tu vas me dire, c'est pas important, et c'est pas important, mais ce que j'essaie de saisir, c'est justement la corrélation qu'il y a entre ton évolution matérielle, professionnelle, études, femmes, enfants, etc. Tu vois, et puis d'une manière, comment les choses s'emboîtent d'un point de vue spirituel. Parce que ce que je note, tu vois, c'est que ton éveil à la maturité d'homme se fait aussi conjointement à une certaine forme de maturité ou d'ouverture, j'allais dire spirituelle. Et on voit que quelque part l'alimentation, c'est le pont entre les deux, entre matière et spirituel. J'en suis pas. Oui, j'entends bien. Sauf que de faire une sortie de corps. Là, pour le coup, quand je parle de spirituel, moi j'inclus ça, pour moi, toute la vie est spirituelle, mais c'est trop personnel. Hein. Non, ce que je veux dire par là, c'est que on sort du cadre de référence matérialiste. Tout à fait, du cadre. Exactement. Philippe Guimand, le cadre. Donc j'imagine que t'étais au lit avec ta femme. Alors. Parce que tu dis après les poires, donc. Non, dans cette expérience-là, je suis encore dans le centre de. Ah, t'es au centre. Ah oui, je suis dans le centre puisque c'était la reprise. Donc je suis encore au centre. Et là,
Bon, le lendemain, tout ça, ça cogite, hein, c'est pas facile. Donc tu avais genre une cellule ou une petite chambre ou quelque chose parce Je me demande si on n'était pas plusieurs, puisqu'il y avait un jeune homme qui avait un cancer qui jeûnait pendant 40 jours d'ailleurs. C'était assez difficile. Enfin, j'ai eu... Mais là-bas, après, j'étais dans un autre monde, quoi. Parce que ouais, j'avais des leçons, je recevais des leçons même d'un crapaud. Je vois un crapaud dans l'eau. Attends, quand tu dis, excuse-moi, là-bas, il y a un parc. Il y a un parc. Parce que ce que je comprends pas quand tu parles de ce centre, c'est à la campagne, oui. À la campagne, où ouais. ça? Je me rappelle plus où c'était, pas loin de Paris. Hein. D'accord. Donc moi, quand tu m'as dit ça, en fait, ce que je me suis dit, parce qu'il manquait des éléments, c'est il rentre chez lui le soir, il y va, il est guidé pour apprendre le jeûne ou tu vois, histoire d'apprendre, puisqu'on parle de naturopathie. Apprendre à se passer de l'élément de la viande ou notamment du poisson et de faire sans, peut-être d'apprendre à cuisiner différemment, de composer son assiette. Tu vois, j'avais pas conscience que à travers là tu nous parles de jeûne. Jeûne de la méthode Shelton, des jeûnes longs. Oui. Donc là c'est plus un centre qui était vraiment enfin j'allais dire. Ouais. Dans cette pratique Shelton qui était assez dure. Enfin moi je la recommande pas. La naturopathie. Mais pour le coup tu étais hébergé, tu dormais sur place. Oui, on était plusieurs. Je vous dis, il y a ce jeune homme qui avait, il me disait, un cancer. Conseillé par ton frère. Et c'est suite à ce rêve avec le cheval. Il m'a pas conseillé d'aller. C'est moi qui ai eu besoin, vraiment, j'avais besoin de me purifier. On va comprendre plus tard pourquoi. Pour l'instant, avançons petit à petit. Mais là, si vous voulez, l'expérience m'a projeté quand même. Là, déjà en revenant de cette expérience, même si je ne parlais pas de spiritualité, je vois ce crapaud dans l'eau. Il avait du mal, je ne sais pas, je l'aide. Et j'ai cette image, tu vois, un jour tu seras comme ça, comme ce crapaud dans l'eau et on t'aidera. Ça, c'était un rêve que tu avais fait ? Non, là, c'est vraiment dans ce centre. Mais j'étais... En revenant de ce truc-là, j'étais en déphasage, quoi. Donc, j'avais des leçons, je recevais des leçons de tout le monde là-bas, et je suis rentré chez moi, ma mère me croyait. Oui, mais excuse-moi. Je parle trop vite. Non, oui, il y a certains éléments. Il faut que je me fasse comprendre. Et oui. Et que je baisse un peu le rythme. Mais c'est aussi pour ça que je te pose des questions. Hein. C'est pour que ça soit intelligible pour moi et pour les auditeurs. Surtout pour les pauvres, là, je crois que j'en ai trop. Donc, oui, parce qu'un coup, tu as une vision avec le cheval, ça c'est un rêve. Autant là, tu nous parles du crapaud. Et moi, je me dis, c'est aussi un rêve, c'est genre un peu... un peu, oui. Enfin, c'est en vrai, je vois ce crapaud, je reçois une leçon. Au sein mais dans le centre ? Oui. Donc il y avait un parc, tu te promènes, tu vois un crapaud, tu le prends dans la main ? Je sais pas, il donnait l'impression de... l'impression, je le rattrape, mais c'est surtout l'image que j'ai, que tu seras ce crapaud. Et ce qui a été le cas après, quoi. Voilà, donc je te laisse repartir, mais non, mais je m'excuse parce que quand je commence, donc je reviens chez moi. Bon, je reprends mes études, j'étais en études. Il faut expliquer que malgré que j'avais eu du mal en maths spé, après la mort de ma grand-mère, il y a eu un déclic incroyable. J'ai passé un concours. J'ai été reçu 19e et donc je suis rentré pour être rémunéré aux IPES, parce qu'à l'époque on était élève-professeur, donc c'est pour ça que j'ai pu me marier. Ma femme était comptable et moi, donc je faisais mes études, mais par les IPES je recevais 900 francs par mois, on y arrivait, voilà. Donc là je reviens à 21 ans et demi. Je reviens chez moi, ma mère catastrophée. Pour elle, j'étais mourant, quoi, parce que j'avais fait ce jeûne. C'était terrible. Ma femme aussi, d'ailleurs. Hein, elle n'était pas ravie que j'ai fait ça. Bon. Excuse-moi, j'ai quelque chose qui m'épate dans ce que tu me racontes. Enfin, ce que tu nous racontes, c'est suite à ce rêve de cheval, là où tu décides, quasi du jour... Alors, ok, il y a ton frère, mais quand même, du jour au lendemain... à arrêter totalement la viande, alors que de prime abord, tu mangeais tout. Faut que je remonte. Non, mais je trouve ça hallucinant que ça t'ait marqué à ce point-là pour que tu fasses la bascule, que tu ailles dans un centre. Je veux dire, bon, ok, à l'époque, il n'y avait pas Internet, etc., mais on aurait pu dire, bon, tiens, je prends des livres, je m'instruis, etc. Toi, tu vas directement dans un centre.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un côté... d'ailleurs, ça s'entend dans ton phrasé, la manière dont tu t'exprimes. Un côté... c'est comme si, quand je te donne une... Quand j'entrouvre une porte et que tu as le sentiment que c'est pour toi, mais alors tu fonces, tu te jettes, tu fais le plongeon, tu t'en fous du reste. C'est vraiment... Il y a un côté jusqu'au boutiste, Si non? tu savais, oui. Je le découvre, parce que je te connais pas. Mais c'est l'image que tu me renvoies de quelqu'un de... J'expérimente et j'y vais à fond, quoi. Je ne fais pas les choses à moitié. Et d'ailleurs, le côté un peu chimie, etc., de 13 ans, là, on voit... Ça va plus loin que ça. Hein. Bon. Alors, juste pour revenir en même temps, parce que je fais part un peu de mes réflexions, cette sortie de corps, donc tu vois ton corps dans le lit? Je me suis battu pour rentrer dedans, quoi. C'est comme s'il était occupé. C'est comme s'il était occupé par je sais pas quoi. Donc, mais tu voyais tout autour de toi? Est-ce qu'il y avait des formes? Dans la pièce. J'ai pas trop. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de récupérer mon corps. D'accord. T'as pas noté des différences au niveau de la luminosité? Attends, tout ça, ça va venir. Ça va venir. Là, non, ça a été l'angoisse, l'anxiété. C'était pas le truc EMI positif. Hein. Non. Alors ensuite. Et ben ça a recommencé chez moi. Bon, je me suis réalimenté, mais j'étais quand même à la limite de l'anorexie. Enfin, c'était pas facile, hein. Ça s'est pas bien passé. C'est pour ça que je recommande pas trop ce genre de choses. Mais bon, tu te sentais bien, toi? Parce que là, tu me parles de ta femme, j'étais plongé dans un univers que je ne connaissais pas. Enfin, je recevais des pensées qui me venaient. Je basculais dans. La question est, est-ce que tu te sentais bien? J'ai repris mes études. Hein, ça répond pas à la question. Non, ça répond pas parce que me sentir bien, tu comprendras peut-être après. Je sais pas si je me suis jamais senti bien dans ma vie. Ok. Bon, on va y arriver petit à petit, je pense, parce que j'ai prévu d'aller, comme tu as dit, aller loin. Je pense que je vais aller loin puisqu'on a le temps et je sais pas comment ma famille le recevra ou on verra. Bon, parce que, comme de toute façon ils regardent pas trop ces vidéos, ça va, ça me rassure. Alors là, une autre question en rapport avec cette... Excuse-moi, je suis désolé. Hein. Vas-y. Non, c'est moi qui... Parce que là, en fait, tu me donnes des éléments, tu vois. Donc, tu viens de nous dire, je ne sais pas si je me suis déjà senti bien. Bon, tu nous as parlé de ta grand-mère où tu as eu ce sentiment, cette joie qui est venue t'habiter. Voilà. Ok. Je note ça. Et il y a eu aussi autre chose, c'est que quand tu nous racontes ton enfance, moi, l'image que j'en ai, de ce que j'ai ressenti, c'est une sorte d'espièglerie, d'insouciance, de quelque chose de très joyeux et de bien, de fondamentalement bien. Tu vois. Et là, quand tu me parles de cette expérience, c'est comme si quelque part il y avait quelque chose en chemin qui s'était perdu au niveau de la joie. Tu vois, entre l'enfance et puis ces expériences là, avec le jeune, etc. Pour moi, il manque un élément entre les deux. Je dis, mais ça va se recoller, tout va se... Ok, mais je te fais part de mon... Ce que je voudrais là, c'est donner ce témoignage le plus important pour moi, puisque c'était une des 3 preuves, 2002-2017, qui m'ont amené à témoigner. Ça se collait, nos dos se collaient, là je n'ai jamais dit ça. Avec qui? Avec ma femme, dans le lit. D'accord. Je sentais une énergie qui passait de sa colonne vertébrale vers la mienne. Ouais. Et paf, il y avait un état vibratoire. Vibrait, des bruits, tout le monde. Et hop, j'étais dans la pièce. Je percevais... Quand tu étais dans la pièce, tu sortais de ton corps. Ah oui, je percevais ma femme, je percevais mon corps. Mais bon, c'était étrange, hein. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Alors j'ai touché la moquette, et la moquette était d'abord la couleur, elle était beaucoup plus or. Bon, on avait une moquette or, mais un peu passée au bout de 2 ans. Mais là, elle était or, très, très... Tu me demandais la luminosité, c'était vraiment un or vif. Et puis alors, j'avais une petite blessure au tibia, il y avait une petite croûte. J'ai eu l'idée, tiens, je vais regarder si j'ai la croûte sur mon tibia. Évidemment, je l'avais reproduit sur mon autre corps, quoi. Et voilà, mais qu'est-ce que je fais là? Et alors, une nuit, toujours, j'ai plusieurs expériences comme ça, mais toujours en restant dans la pièce et puis en trouvant ça vraiment... Mais là, il n'y avait plus d'angoisse, hein, j'étais neutre. Et là, je me retrouve... Alors, ça va faire drôle, je sais bien que ça paraît... D'abord, ça commence par
je nettoie un appareil de jus de fruits dans un rêve. Ça commence par un rêve, comme ça. Donc purification quand je nettoie. Et ensuite, je prends conscience dans la pièce, mais cette fois-ci, je ne suis pas debout dans la pièce, je suis au niveau du plafond. Dans le noir, hein, c'est sombre. Donc tu passes d'un rêve à une conscience de toi. Ah oui, je sais que là, Donc tu sors du rêve, mais en étant... Oui, rêve lucide, et après, je pense sortir du corps. Oui, oui, d'accord. Mais la différence, beaucoup de gens essayent de faire cette différence, elle n'est pas si énorme que ça. J'ai fait un petit article là-dessus, d'ailleurs, que les spectateurs pourront voir. Et donc, je me retrouve au niveau du plafond, et il y a des personnes autour qui me prennent de main en main. Des hommes d'âge mûr, voilà comment je ressens, ils me secouent. Ils me secouent, je passe de main en main, tout d'un coup j'entends un « ah » de satisfaction, je traverse le plafond, je me retrouve dans quelque chose que je connaissais. Je connaissais sans avoir jamais vécu ça dans ma vie. Hein. Et pendant qu'ils te ils m'ont secoué et hop, ils m'ont envoyé. Et toi tu dis rien ? Bon, je suis là, ça fait tu drôle. Tu te laisses faire ? Ouais, parce que je sens beaucoup de gentillesse. Ah d'accord, ok. Voilà, ça me fait pas peur du tout. Ok. Et hop, je me retrouve dans une luminosité blanchâtre, comme de la ouate autour de moi, et comme si pour moi, c'était l'image d'un moulin. Enfin, je sais pas, j'étais comme c'était un puits ascendant. Je suis là, ça a peut-être duré, d'une part, ça a duré 10 secondes, d'autre part, c'était comme si il n'y avait plus de temps. J'étais là comme ça, dans une autre conscience complètement différente, parce que là, je connaissais cet endroit-là, je savais, j'étais confiant, et c'était chaud, ouaté, chaleureux, enfin j'étais bien. Et j'arrive sur la place de Notre-Dame de Paris. Mais avec des petites baraques de fêtes foraines sur le côté gauche, je vois la cathédrale, des petites baraques, mais je n'ai pas trop le temps d'observer parce que j'avance un petit peu et je vois mon épouse, dans son corps spirituel, et ma belle-mère, qui m'accueille, très, très heureuse de me voir, et ma belle-mère qui me dit, je vais vous faire, parce qu'elle m'a toujours, vous voyez, elle est encore en vie, hein, 95 ans, elle me dit, je vais vous faire un veau aux carottes. Imaginez, dans le purisme du végétarisme que j'étais à l'époque, le test, je sais que là, la moindre pensée de jugement, je retombe dans mon corps. Donc tu sais ça intuitivement. Je sais que là, c'est la neutralité. Je dis pas oui, je dis pas non. Et je lève les yeux au ciel. Il y a la Seine. Et dans ce ciel d'un bleu inouï, je vois comme en formation, comme des avions en formation. Et ce sont comme des étoiles. Je vois une douzaine d'étoiles comme ça qui avancent, mais par à coups, comme ça, comme s'ils nageaient un peu dans... Oui, je vois le genre. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est ? Et ma belle-mère, elle continue d'ailleurs d'être un peu moqueuse avec moi, qui se moque un peu de moi. Ah, vous savez pas ce que c'est ? Et là, tout d'un coup, je comprends que ce sont des êtres d'un plan supérieur qui déversent un amour inouï sur nous. Je n'avais jamais... Quand je dis... Et tu es sur le parvis de Notre-Dame, là, hein, toujours. Là, j'ai avancé, c'est plus petit, c'est une représentation, je ne dis pas que je suis Notre-Dame. Okay. C'est une représentation dans ce qu'on appelle le monde astral supérieur. Oui, ok. Et là, je vois ces étoiles qui avancent et qui déversent sur nous cet amour, mais je n'ai jamais connu ça. Tu sais combien elles sont, ces étoiles ? J'estime une douzaine d'étoiles. Enfin, pour moi, je comprends que ce sont des êtres et que nous sommes sur un certain plan, mais que les êtres de l'autre plan nous envoient leur lumière. Je comprends ça. Et après, je suis dans Notre-Dame et je rentre dans Notre-Dame par le côté gauche. J'avance, j'entends d'ailleurs comme un sermon, quelque chose, mais je ne réalise pas. Et là, je sais que... Alors quand je me réveille, là, quand je rentre dans mon corps, je me lève et je ne sais plus la date parce que je n'avais pas commencé à noter. Après, j'ai noté pendant 20 ans toutes mes expériences qui m'a permis de faire pas mal de petits rapports là-dessus. Mais là, à l'époque, je n'avais pas noté, mais il y avait un ciel bleu, je me suis levé, des larmes ont coulé, et cette pensée, si tu vis ta vie le mieux possible, tu retrouveras cet endroit. Et toute ma vie, j'ai cherché cet endroit, cette expérience. J'ai vécu beaucoup de sorties hors du corps, des centaines, mais jamais, souvent en essayant de retrouver cet endroit. Mais là, parce que là, j'avais vraiment été aidé
Et là, le monde a basculé, quoi. Je savais à ce moment-là. Je savais que ce monde n'était plus ce monde matériel et que la lumière divine était présente, quoi. Voilà. Et oui, c'est touchant, bien ce que tu dis là. Je suis toujours, c'est tellement fort pour moi cette confiance que j'ai. Ça m'a beaucoup aidé dans mes rapports avec ma belle-mère qui ont été souvent conflictuels. Et j'essaye, des fois, bon, j'y arrive pas, enfin, j'essaye de rester dans cet amour inconditionnel parce que je sais que c'est la source de tout. Voilà. Quand tu vis ça, là, tu dis, il y a eu cette bascule, il y a cette certitude, avec derrière ce désir, il faut que j'y retourne. Ouais. C'est ce que j'entends. Hein. Oui, enfin, on m'a dit plus tard, hein, j'ai senti que ça serait long. Hein. Oui, mais tu parles, mais on a beau te dire ça, on espère. Tu nous as dit que j'espérais que toute ta vie, à travers toutes tes sorties, t'espérais retrouver cet endroit. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant. Quelque part, c'est comme si j'étais à la maison là, et là je suis là. Et le fait d'être là, on pourrait peut-être limite dire putain, j'ai été puni. Pourquoi est-ce que je suis là? Non, parce que tu vois ce que je veux dire? J'ai commencé, donc j'ai découvert l'enseignement de Peter de Nof. Mon frère connaissait un éditeur rue de Seine, je me rappelle plus de son nom, il était très connu à l'époque dans les années 60, qui était ésotériste, voilà. Et il m'a proposé, bon, j'ai peut-être pas raconté ça, mais enfin j'ai expliqué que j'étais en recherche. Là, j'avais une faim. Et j'ai découvert l'enseignement de Peter de Nof, j'ai découvert la panorhythmie, j'ai commencé à apprendre les chants en bulgare et je continue encore maintenant tout seul dans la forêt près de chez moi ou à la mer. Les gens doivent me voir tourner tout seul, mais je connais ces chants et voilà. Bon, j'en ai pas fait un gourou, hein, mais je crois tu pourrais faire des groupes, transmettre, faire des choses à plusieurs, non? Ouais, ça pourrait être sympa. Bon, c'est peut-être pas ma ligne de vie, mais ça voilà. C'est toi qui vois, mais si non, mais par contre, j'ai regardé comment ils font encore en Bulgarie, comment ils font ça en groupe. J'aime beaucoup cette musique, je la vis vraiment de l'intérieur. Je connais ses paroles, même si je parle pas le bulgare, je comprends le sens des paroles quand je pratique, voilà. Et donc ça a été un premier coup de pouce. Et voilà. Puis après, ça a été la descente. Alors qu'est-ce que tu comprends suite à l'enseignement de ces livres avec l'enseignement de Peter de Nof? L'enseignement de Peter de Nof, c'est un contact avec le divin d'une certaine façon. Ça passe par la théosophie et on sent là on touche le catharisme, hein, les Bulgares, les Bogomil, etc. Hein, c'est la gnose, hein, c'est les premiers gnostiques. Bon, j'ai commencé à étudier la doctrine secrète de Madame Blavatsky. Alors justement alors là, ça c'est intéressant. Je fais une pause par rapport à ça. Pour l'esprit cartésien que tu as. Il n'y a plus d'esprit cartésien. Hein, oui, mais on peut très bien. J'ai la logique. J'ai quand même la logique, mais je sais que le monde n'est pas ce qu'on m'avait raconté dans la science. Hein. Et au regard entre la lecture, en fait, ce que je suis en train de la question que je vais te poser, c'est entre la lecture de Blavatsky, tes expériences. Et je parle de des expériences que tu as du monde de l'autre côté, et des expériences de l'humain qui vit sur Terre. Quand tu lis Blavatsky, tes ressentis, c'est quoi? Comment tu abordes ça? Parce que j'imagine aussi que c'est pas parce que tu as eu ces expériences que tu as mis de côté ton côté, on va dire, analyse, rationnelle, avoir un esprit analytique qui amène, on va dire, un esprit de... Voilà, le terme m'échappe. Je peux pas t'aider parce que j'ai pas... Critique, un esprit critique. Critique, je sais plus si j'ai l'esprit critique. J'essaye de... on parle de discernement. Voilà, le discernement. Donc, ça, c'est le mot important. Donc par rapport à Blavatsky, je vais raconter quelque chose. En fait, je les ai pas achetés, ces livres. J'avais acheté beaucoup d'autres livres avant. Hein. J'ai lu. C'était une fin. C'est la fin spirituelle, c'est terrible, hein, insociable. C'est une phase. Et quand je lisais certaines... En fait, moi, le phénomène que j'ai, c'est la vibration autour de la tête et ça descend comme ça, et ça c'est le contact avec l'autre monde, quoi. Ça en conscience, je veux dire, comme ça descend jusqu'aux genoux. Je l'ai même utilisé un peu pour la guérison.
Puis à un moment, je me suis demandé ce qu'était la part de ce que je recevais, la part de ce que je demandais. Et à un moment, j'ai voulu, il n'y a pas si longtemps, mais j'ai voulu couper un petit peu, ça veut dire que ça s'est arrêté. Mais il y a un moment où on devient dépendant, il ne faut pas que ça devienne une drogue non plus, quoi. Il faut faire attention à ça. Donc ça, j'allais dans un restaurant végétarien qui s'appelait Le Verso, d'ailleurs, l'air du Verso, le Verso, qui était près de l'hôtel de ville. Je ne sais pas si c'est le 3e ou le 4e arrondissement. Et il y avait en dessous une bibliothèque avec des livres qu'on pouvait emprunter pour une semaine ou deux. Donc j'avais emprunté les gros livres, je crois que j'en étais au 3e tome, peut-être, enfin je ne sais pas, où on parlait des 777 incarnations. Alors j'avais compris que ce n'était pas au sens des réincarnations, mais je ne comprenais pas ce que c'était. Je suis dans cette bibliothèque, plein de livres, comme ça. Ma main s'approche comme ça, je me pose cette question. Je prends un livre, vraiment au hasard, hein, on peut dire, je crois plus au hasard, je l'ouvre et je tombe 777 incarnations. T'imagines ce que ça peut faire comme effet d'être... Là, c'est pas un rêve, hein, je suis dans cette... je précise parce qu'avec Joël Burin, à un moment, c'était pas net. Je suis dans cette bibliothèque, j'ouvre ce livre. Donc, je regarde, je vois que ça s'appelle Cosmogonie des Rose-Croix de Max Endel. Bon, c'est tout, ça ne va pas plus loin. Je note l'adresse. Et puis, je rentre chez moi, quoi. Voilà. Là, on est en 1975 déjà. J'ai sauté beaucoup de choses. J'avais d'autres choses que je voulais dire entre-temps, mais on y reviendra peut-être. Donc, mais c'est un point important donc, par rapport à ta question. Donc, je fais là encore un rêve, entre guillemets. Pas sorti de corps au sens, j'ai pas eu l'état vibratoire. Je suis lucide, j'avance dans Paris comme ça avec grands pas, mais comme un peu en volant, j'avance et j'arrive près de la Seine. Là encore, je vois Notre-Dame pratiquement dans mon rêve encore une fois, mais sous une autre forme. Et j'achète ce livre. Alors je me réveille le lendemain matin en me disant, mais ça serait quand même étrange que la rue qui était indiquée dans le livre soit près de la Seine. Alors je regarde, c'était 2,7 km. Bon, je dis non, là quand même, c'est loin, hein, c'est loin. Et puis, c'est la naissance de mon premier enfant, juste 15 jours ou 3 semaines après. Donc là, j'avais d'autres choses. On avait d'autres choses avec mon épouse à s'occuper. Et donc, j'attends jusqu'au mois de juillet. Et au mois de juillet, je téléphone au numéro que j'avais noté, parce que je pense quand même, hein, comment acheter ce livre. Et il y a un monsieur qui me répond, oui, on est fermé en juillet-août, mais vous pouvez le trouver rue de Savoie. Et la rue de Savoie, elle est collée à la Seine et tout près de Notre-Dame, quoi. Donc j'ai acheté la Cosmogonie. J'ai lu ce livre, un gros livre de 500 pages. J'étais préparé par ma lecture de Blavatsky, hein, mais j'ai lu ce livre en 5 jours. On était partis à la mer avec notre petite fille en Vendée et vraiment c'était le déclic, quoi. Donc je dis bien, les enseignements, je les ai pas pris comme étant la vérité absolue. C'est un modèle plus adéquat pour moi, avec mes expériences, que le modèle de la rationalité qui ne tenait plus pour moi, quoi. Mais bon, j'avais vécu une expérience très traumatisante. Je ne vais pas donner de détails là-dessus. En 70, forcément, quand on recherche, on trouve. J'ai reçu un enseignement, là aussi par télépathie, et ensuite je me suis retrouvé dans une secte. Donc je voudrais pas entraîner la moindre personne. Je m'étais même dit que j'en parlerais pas du tout, mais je crois que tu cherches le point d'ancrage et il est là. Je suis tombé en anorexie, il fallait faire des jeûnes, et moi j'en faisais de plus en plus, et je suis resté 8 jours encore, mais là en travaillant, j'ai fait 8 jours en enseignant. Après, il fallait encore en refaire un autre. Enfin, je suis tombé dans l'anorexie la plus complète, au point où ces gens-là n'ont plus vu qu'un moyen, c'était de me libérer, enfin de me faire sortir, mais je suis sorti à 45 kilos. Dans un hôpital, on m'a
regonflé. Enfin bon, quand tu parles de ces gens-là qui sont libérés, 70-71. Quand tu parles de ces gens-là qui m'ont libéré, tu parles de... Ils m'avaient pas mis en prison. Moi, j'étais prisonnier des expériences que j'avais eues. Les expériences psychiques, il faut faire attention. Et je l'ai dit, j'ai témoigné à mes élèves dans les années 75-76 de ça, de faire attention. C'est pas parce qu'on vit certaines expériences qu'il faut absolument penser que c'est la vérité avec un grand V. Mais moi, je connaissais pas ces choses-là. Donc, vivre ça m'a entraîné. Mais je m'étais dit que j'allais pas rentrer trop dans ce domaine. Mais c'est pour expliquer que je suis passé de la lumière au plus profond des ténèbres et encore... Mais tu vois, c'est ce que je ressentais un petit peu à un moment donné, c'est pour ça à savoir que alors effectivement, certains parlent du jeûne, certains vivent notamment de lumière, le respirianisme. Il y a un documentaire là-dessus, parce que vous êtes nombreux à me poser la question. Regardez le film Lumière. C'est un film documentaire chez Jupiter Productions, pardon, qui est vraiment super. Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est qu'effectivement, on peut monter en vibration, on peut alléger, entre guillemets, le corps et vibrer plus haut, que ça soit à travers des jeûnes, que ça soit à travers de la marche, de la méditation, etc. Tout ce qui a trait aux privations, et c'est pour ça que au Moyen-Âge ou à travers l'histoire, bon nombre de moines, de nonnes se sont mis dans certaines conditions d'abstinence à beaucoup de points de vue parce que ça faisait monter en vibration, qu'on était plus proche pour capter le divin. Or, aujourd'hui, il n'y a plus besoin. Mais, en tout cas, dans ce que tu nous racontes, c'est que cet état, on va dire, il y a quelque chose de jouissif quand on est anorexique, quelque part. Moi, j'ai interviewé, je me rappelle, une professionnelle qui était dans ce cadre-là, et notamment une femme qui en était sortie de l'anorexie, et qui met en perspective que quand on est anorexique, là où ça devient jouissif d'être anorexique, c'est que on se sent contrôler son corps. On se sent pas loin de la perfection. Il y a une idée comme ça de rejoindre là-haut. Et quelque part, c'est autodestructeur, parce qu'effectivement, quand on parle du monde de l'invisible, c'est pas le monde des vivants, c'est le monde des morts. Et quand on astreint le corps à une restriction comme ça, quelque part, c'est une sorte de suicide à petit feu, et un désir, conscient ou inconscient, j'en sais rien, de partir de l'autre côté. C'est une sorte de suicide à petit feu. Pour moi, j'avais tout perdu. Pour moi, j'aurais pas d'enfant, j'avais l'impression d'avoir perdu ma femme. Enfin bon, ce qui a été formidable, c'est que j'ai pu m'en sortir, retrouver mon épouse, retrouver... Mais ça a été une épreuve très dure, mais j'en doute pas. Voilà. Mais bon, il faut que je remonte peut-être, je pense, pour expliquer bien, quand je t'ai dit, est-ce que j'ai déjà été heureux. Bon, je n'avais pas prévu d'en parler peut-être si vite, parce qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais partager, mais comme on a beaucoup de temps, je ne sais pas comment ça va se présenter. On a le temps, ouais. Donc, je ne suis pas l'ordre chronologique. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller, parce que c'est très, très délicat. J'ai parlé de Bellac, où mes parents se sont rencontrés. Ils sont retournés en 1950 à Bellac. J'avais 2 ans et demi. Dans la même famille où ma mère s'était retrouvée pendant la guerre. Et ma mère m'a laissé à 2 ans et demi avec un garçon de 15 ans. Je suis revenu en disant il m'a posé sur une vache. Enfin, après, j'ai compris en 1988 que... Bon, tout ça, j'avais oublié. Hein. Alors, je saute en 1988. Nous sommes séparés depuis 1 an avec ma femme. Enfin, c'est une période difficile. Je reviendrai sur 1987 parce que je crois que c'est important. J'ai vécu une montée de Kundalini et une EMI négative en 1987. Mais là, je suis en 1988. Donc, ma femme est partie avec les enfants et bon, moi, je suis tout seul en Vendée, dans la petite maison de mes parents, 2 pièces. Je lis La Source Noire de Patrice Van Hersel, qui m'emmène vraiment très, très, très loin. Je ne l'ai pas lu, il paraît qu'il est super. Ah oui. Enfin, maintenant, il date, hein, c'est l'époque, c'était récent.
Je lis ce livre peut-être d'un coup, je crois, de 9 heures jusqu'à 2 heures du matin, je crois que je l'ai lu en entier. Je me réveille le matin, je vais aller jusqu'au... Bon, j'avais prévu de ne pas donner trop de détails, mais bon, je sanglote et je dis, fais pas ça, Popol, fais pas ça, Popol, fais pas ça, Popol. Et je sais qui c'est. Et tout de suite, ça se relie à ce garçon. Je sanglote toute la journée. Ce garçon de ton enfance, quand tu avais 2 ans et demi, qui avait 15 ans? Oui, que ma mère avait connu quand il avait 7 ans pendant la guerre, quoi, qu'elle retrouve là. Mon père aussi était là. Et sur la plage, je sanglote, et je comprends tout le sens de mes problèmes, de mes difficultés sexuelles et de ma bisexualité, quoi. Enfin, voilà. J'avais fait mon coming out en 1987 déjà à mes parents. Après l'EMI négative, j'ai senti qu'il fallait que j'aille voir mes parents parce qu'ils voulaient intervenir sur notre couple. Et moi, je savais que s'ils intervenaient, ça serait fini. Et ce n'était pas mon but. Donc mon fils avait 7 ans à l'époque et ma fille avait 13 ans. Et 12 ans. Et donc, mes parents étaient déjà au courant et ça avait permis eux qui étaient tellement ironiques avec l'homosexualité pendant mon enfance, j'en ai beaucoup souffert. Finalement, là, ils ont été corrects. Voilà, donc les choses étaient en état en 88, on était encore relativement séparés, bien qu'on ait ramené ses affaires, elle était un peu entre deux chaises, elle souffrait beaucoup d'ailleurs. Et il faut que je voie mes parents, je me dis, il faut que je voie mes parents, que je vérifie. Je conduis les 500 km jusque chez mes parents en pleurant. Enfin bon, je me concentrais quand même sur la route, mais je pleurais. J'avais l'impression que j'allais les tuer. C'est pas bon. Et j'arrive et ça a été vraiment une libération, quelque chose d'extraordinaire. Je suis tout de suite demandé qu'est-ce qui s'est passé. Mon père a dit, il s'est levé comme ça, il a dit, le salaud, je vais lui casser la gueule. Imaginez, ça a été pour moi un soutien, quoi. Maman disait, non, on parle pas. Mais bon. Et mon père m'a expliqué, quoi, que ce garçon était tordu, il lui a demandé, je vais être un peu trash, comme on dit, je sais pas, oui, peut-être s'il faut, parce qu'il m'a dit qu'il lui avait demandé si sa femme baisait bien, il lui a demandé de le masturber. Qui ça? Attends. Ce petit jeune de 15 ans, à mon père qui avait 27 ans, quoi. Et mon père m'a dit ça. À 15 ans ouais. À 15 ans, il avait cette... 15 ans, donc ça veut dire que je pense qu'il ne m'a pas juste posé sur une vache. J'ai vu ensuite des psys, évidemment, j'ai commencé 4 années de thérapie qui m'ont beaucoup aidé, avec des gens très très ouverts, parce que j'avais rencontré un psychiatre. J'avais fait une thérapie à la sortie de ma grosse dépression de 1970. Mais lui, c'était allez-y mon gars, satisfaisez-vous. C'était l'époque, le psychiatre, psychanalyste, c'était faut satisfaire toutes ces pulsions. Je suis tombé dans le gouffre. J'ai fait subir même à ma femme une maladie et tout. Enfin, vraiment, opération, moi, elle. Ça a été une libération, il fallait que je descende, mais au plus profond pour être dégagé. Mais je n'avais pas compris pendant toutes ces années, jusqu'en 1988. En 88, j'ai trouvé la cause, au moins la cause humaine physique. Maintenant, j'avais eu des images de réincarnation, où j'avais vu beaucoup de réincarnations féminines, juste symbolique, mais ça m'avait pas plu du tout d'ailleurs de voir ça. Et j'avais vu une très grande médium, Judith Henry, en 73, qui m'avait beaucoup aidé. Elle m'a dit, je discerne pas chez vous. Elle dit, quand je vois quelqu'un qui est vraiment, je lui dis, c'est votre choix de vie. Elle dit, c'est pas votre choix de vie. Et je l'ai même appelé une fois au téléphone en étant dans une lutte, toujours une lutte. Et elle m'a vraiment dit, ne donnez pas manger à ça, qu'elle m'a dit comme ça. Et ça m'a beaucoup aidé à partir de là. Mais bon, ça a été toujours une lutte. Quand en 85, j'ai eu le tort de dire à mon épouse que je me battais encore contre mes démons, entre guillemets, quoi, là, elle n'a pas supporté, quoi. Parce qu'à 16 ans, je lui avais dit déjà. Elle connaissait mes problèmes, à 17 ans. J'avais écrit des choses, elle avait lu, elle me dit, mais on va s'aider, on s'aimait tellement, c'était...
Et on a découvert l'amour ensemble, hein, petit à petit. Voilà. Et elle m'a aidé toute sa vie. Mais en 86, non, là c'était trop. Elle était plus prête. Et puis, bien sûr, un bonhomme qui mange pas comme les autres, qui boit pas, qui est pas dans c'est dur pour une femme, quoi. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas voulu, hein, il fallait qu'on se sépare. Et ben, après que je suis revenu de ces vacances, elle m'a dit qu'elle a entendu une voix qui lui a dit « Maintenant tu peux retrouver Alain ». Je lui ai expliqué, quand je suis revenu, je lui ai dit tout de suite « Ça y est, je sais », je lui ai expliqué ce que j'avais vécu. Alors, sans avoir de détails. Hein, oui, bien sûr. Parce que 2 ans et demi... Tu as vu l'émission avec Christelle Seval? Non. Ah, je t'invite à la regarder. Ouais. Oui, c'est très intéressant. Bon, là, on parle de transgenre avec Christelle Seval, son témoignage. Ah oui, oui. Mais c'est de voir... Oui, c'est pas... Non, moi, bien ça n'a évidemment. jamais été... Non, mais c'est pas, pas ce que je veux dire. Là où je fais un pont, c'est tout ce qu'on met en déni, quand on met en cache, et que ça arrive à la conscience des années après, en voyant certaines personnes qui nous permettent de prendre conscience de certaines choses qu'on avait... mais complètement oublié, mais complètement. Et alors, ce qui est très intéressant dans ce que tu nous racontes, c'est notamment par rapport à ton coming out. Donc, aujourd'hui, tu es toujours avec ta femme. Comment... c'est une grande grâce, quand même. Hein. Heureusement qu'elles sont là. Hein. Pour mes petits-enfants, c'est parfois l'exemple du couple. Oui, voilà. Bien sûr, je comprends. Comment ça s'est passé Parce que, de ce que tu nous as dit, entre le fait de l'avoir rencontré en seconde, d'avoir été jusqu'au mariage, d'être mis ensemble, etc. Et vis-à-vis de ta relation peut-être avec le genre masculin, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire que tu aurais été bi à l'époque, ou c'était en déni, ou comment est-ce que ça... Oui, j'ai le souvenir à 4 ans et demi pratiquement d'une relation. Bon, on dit que dans l'enfance on se cherche, mais enfin pour moi il y a eu cette imprégnation, mais pour moi il n'y a pas de hasard. Si j'ai vécu cette chose-là, j'en veux pas du tout à mes parents, ni même à ce jeune. J'ai essayé de le retrouver par Minitel, je pense que je l'ai retrouvé, je lui ai envoyé une lettre avec un questionnaire. Bon, dans la même ville, c'est une femme qui m'a répondu, vous avez envoyé cette lettre, je vous la renvoie parce que ça correspond pas. Il était bien à Bellac, c'était bien le prénom, le nom, mais il n'avait pas 15 ans, il avait 20 ans. Peut-être c'est vrai, j'en sais rien. Bon, j'avais posé, je voulais essayer de comprendre, mais j'ai pas du tout de rancune ni rien, parce que tout correspond dans la vie à ce que je devais vivre, quoi. Et voilà. Alors donc, pour revenir sur ton... alors, c'est pour ça, sur ta sexualité, ou en tout cas ton penchant, est-ce qu'on pourrait dire que tu étais, avec le recul, bi? Comment est-ce que tu... Oui, ce qu'il y a, c'est que c'est très prégnant. Pour moi, bon, on était à l'époque où l'homosexualité était un délit. Donc, bon... Moi, c'était une lutte. Mes parents étaient ironiques vis-à-vis de ça. Mon père, j'ai fait en 3e les femmes savantes, où je me suis habillé en femme. Bon, ma mère avait fait mon père, mais j'ai compris. Mais après, plus tard, pourquoi il a trouvé ça terrible, quoi. Il devait pressentir des choses, mais voilà. Donc vivre dans ce milieu où vraiment c'était de la moquerie, hein, c'était difficile. Bon. On va dire Liliane, c'est l'amour de ma vie. Quand on s'est séparés, j'ai compris que je risquais de plonger dans vraiment encore plus bas, parce que ayant vu cette lumière, c'est ça qui est bon. J'ai toujours un peu de mal, mais faut que je m'accepte comme je suis. C'est ce que je suis tombé dans le plus noir. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a à refuser l'incarnation. À travers différentes pratiques peut-être extrêmes, on essaie d'aller là-haut, ou de rejoindre ça. En deux. C'est ça. J'ai été coupé en deux. C'est ça. Et du fait de refuser l'énergie de la matière, ou de l'incarner, de s'incarner, de vivre sa vie. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas de plaisir avec ma femme. Vraiment, c'était magnifique. Et au-delà de la sexualité, juste en tant qu'être humain, parce qu'en fait, on est dans une société. Oui, au-delà de la sexualité. Ah oui, au-delà de la sexualité, on est dans une société. Ce monde pourrait paraître tellement dur, il y a tellement de souffrances, qu'on se dit, mais voilà, regarde, tous les excès
quelles qu'elles soient, toutes les drogues, que ce soit les drogues, le sucre, le sexe, n'importe quoi. C'est une manière aussi de fuir cette réalité qui a des palliatifs pour la supporter, parce que c'est extrêmement difficile. Donc quand, entre guillemets, quelqu'un, que ça soit à travers des drogues, la nourriture, voire du jeûne, et à travers des expériences comme ça peut être à travers le sport, et peut-être que faire du jeûne, être dans le contrôle du corps à ce point-là, c'est une manière de retourner là-haut. D'échapper à la partie qui nous gêne. Hein. Bien évidemment, mais bah oui. On cherche à fuir ici, donc c'est qu'on faut. Non, mais c'est pour ça que bien sûr. J'ai eu 4 années donc de thérapie qui m'ont beaucoup aidé. C'était des gens qui ont témoigné, je pense, à Ici et Maintenant, parce que c'est comme ça que je les ai connus. Ça s'appelait l'Arbre de vie psy. Il y avait Chantia Rialan, Isabelle Korolivsi. Enfin, et j'ai eu 2 thérapeutes qui m'ont vraiment aidé, parce que le psychiatre des années 70, les 2 années. Et après, il m'a dit, écoutez, maintenant, il faudrait passer à 4 fois par semaine, je crois. Quoi donc le psychiatre des années 70. 4 fois par semaine, quasiment. Je sais pas, enfin, sinon vous vivoterez. Voilà, bon, moi j'ai dit je vivoterai, puis voilà. Mais bon, c'est vrai que j'ai trouvé dans les enseignements de Max Endel vraiment une nourriture qui m'a stabilisé. Je suis resté dans la fidélité, sauf en 88 où là j'ai eu une expérience avec une autre femme parce qu'il fallait que je rééquilibre le bateau. Le bateau tanguait, il fallait que donc ça a été d'ailleurs très très beau. Je garde un très bon souvenir et je suis reconnaissant à cette dame, et ça m'a permis de comprendre que bon. Alors aujourd'hui, comment tu te positionnes par rapport à... j'aurais toujours pour moi, ça veut pas dire, on pourrait croire que je suis homophobe, quoi. C'est ça qui est risque. Pour moi, c'est pour moi. J'ai vu un jour que ce type d'orientation, pour moi, c'est manger de la mort. Voilà, j'ai vraiment cette expérience-là, et voilà. Mais faut dire qu'en 2016, j'ai commencé à pratiquer la méditation de pleine conscience, et ça, c'est formidable. Ça m'a donné une distance par rapport à mes désirs, par rapport à mes pensées. J'ai été aussi beaucoup aidé par un prêtre. Parce que là, on saute beaucoup d'étapes, mais bon, parce il y a eu mon baptême, il y a eu ma conversion, il y a eu mon cheminement. On va aborder ça. On y arrivera plus tard. Mais ce prêtre m'a vraiment beaucoup aidé déjà à discerner pour mon épouse, qui m'a permis de tenir jusqu'au moment où il a dit là, c'est plus possible. Et là, ma femme s'en est rendue compte et a réussi à se libérer. Et ce prêtre m'a beaucoup aidé, quoi, dans ce cheminement. Alors, voilà. On part un peu dans tous les sens. Non, mais c'est pas grave, ça donne-moi des éléments pour le... Ouais, mais là, tu comprends déjà un petit peu mieux tout le parcours. Au début, c'était un peu obscur. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu de j'ai compris. Oh, je savais qu'il fallait que j'aille sur le coup. Je dis non, mon Dieu, je veux pas. Mais j'ai déjà témoigné devant des jeunes en 1998 au Frat de Lourdes. J'étais grand témoin et j'ai eu vraiment une écoute de ces jeunes. Je suis allé, peut-être pas aussi loin, mais je suis allé assez loin pour expliquer les retrouvailles avec mon épouse après une séparation et les causes de ça. Et j'ai eu vraiment une écoute. Et donc je sais déjà ce qu'est cette expérience. Mais là, s'il y a des milliers de personnes qui m'écoutent, c'est bon, je sais pas, à la grâce de Dieu. Tu nous as dit à un moment donné que cette médium t'avait dit que tu n'avais pas choisi cette incarnation. Que je n'avais pas choisi l'homosexualité dans cette incarnation. C'est ça. Que mon chemin de vie n'était pas celui-là. Que quand elle dit, quand je vois, même à l'époque où c'était interdit, elle disait, je leur dis, c'est votre chemin. Mais c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, parce que je l'ai revu dans une salle en 1976 où j'avais fait un certificat de maîtrise de mécanique quantique, parce que c'était le domaine qui me branchait le plus. Je vais croire, ouais. Et je suis dans cette salle avec une centaine de personnes, et elle dit mécanique quantique. Alors à l'époque, c'était pas qui fait de la mécanique quantique. Je lève la main. Bon, je sais pas si elle m'a reconnu, ça faisait 3 ans que je l'avais vue. Elle dit, je vois que vous ferez des recherches en mécanique quantique. Elle m'a même dit un doctorat. Bon, ça, j'ai fait un doctorat de maths, c'est déjà pas mal. Voilà, donc oui, Ok, mais c'était pour savoir, parce que j'étais en suspens par rapport à cette question, ou suite à ces propos de cette femme. Ok, on revient en arrière, notamment donc tu as cette expérience où donc tu
tu sors de ton corps, tu as fait des centaines de sorties de corps. La question qui se poserait, c'est en même temps de ton... je comprends ton déchirement intérieur, donc tu parles de 87-88 où tu vas voir tes parents, etc., où tu comprends un petit peu ce qui s'est passé quand tu étais jeune, etc. Ça c'est un cadeau. Ça libère déjà. Ah là, au moins les non-dits, là il y a quelque chose qui... J'ai même pu le dire à mes enfants, tu imagines de le dire à 10 ans, mon fils 10 ans, il m'a dit « Ah, t'es comme ça !» Et ma fille 15 ans. Il fallait que ça vienne de moi, sinon ça risquait de venir autrement. Bah les non-dits, de toute façon, c'est rien de pire. Il n'y a rien, dans la Bible c'est écrit, il n'y a rien de caché qui ne soit su. Après, il y a des moments peut-être opportuns. C'est bien, on me demande justement pourquoi l'Église n'a pas appliqué. C'est dans la Bible, hein, c'est dit, rien de caché qui ne sera dévoilé, rien de secret qui ne sera connu. Justement, Alain, comment est-ce qu'un homme qui est donc athée à la base, ou qui ne croit pas spécialement, il ne se pose pas de questions, agnostique peut-être, vit ces expériences-là. Après avoir vécu ces expériences-là, je comprends que là, tu ne peux pas dire que ça n'existe pas, puisque tu te lances dans une boulimie de lecture. Concernant la question sur Blavatsky, savoir ce que tu en penses avec le recul, on va avoir l'occasion de faire une première pause, Alain. Donc je rappelle pour ceux et celles d'entre vous qui nous écoutent, Alain P. Noël avec nous pour l'émission Témoin. Ça sera la fin de cette première partie. Vous aurez la réponse à ma question dans la deuxième. On verra notamment comment justement Alain en est venu au catholicisme, en quoi sa connexion peut-être avec Jésus pour le coup est importante, puisque rien ne te laissait prédisposer, puis de surcroît, bon, pour quelqu'un qui a des expériences de sortie de corps diverses et variées, pourquoi lui et pourquoi pas Bouddha ou un autre, enfin j'en sais rien. Donc on va avoir l'occasion d'aborder ces différents aspects. Et puis voilà, alors pour ceux et celles d'entre vous qui ont apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, un pouce vers le haut ou alors un pouce vers le bas, à laisser un commentaire, ainsi que sur l'article d'Immédiat consacré à cette émission. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ont le sentiment qu'ils sont nourris par nos émissions, à nous soutenir financièrement en fonction de vos bourses. Ça sera avec plaisir de recevoir pour nous. Merci à vous, à la deuxième partie tout de suite.